Je propose de revenir sur l'un des chefs-d'œuvre les plus énigmatiques de la première Renaissance, qui continue de fasciner et d'intriguer quiconque cherche à le comprendre. Je veux parler de la flagellation du Christ de Piero della Francesca, à la datation incertaine, entre 1445 et 1460. Elle a été peinte à la tempera sur bois de peuplier et de relative petite taille, 91 par 67,5 avec le cadre et 81 par 58 sans lui. C'est une œuvre signée à gauche sur l'estrade du siège de Pilate, Opus Petri de Borgo Sancti Sepulcri, œuvre de Pierre de Borgo sans sépulcre. Elle est conservée à la Galleria Nazionale delle Marche d'Urbino. Considérée par Kenneth Clark comme la plus grande petite peinture du monde et par Daniel Arras comme un tableau trop dur, la flagellation est célèbre pour la place centrale qui occupe l'architecture, la maîtrise absolue de la perspective et la complexité géométrique. Son format obéit à des principes mathématiques précis. Il respecte les proportions du rectangle harmonique, autrement dit du format paysage, par rabattement horizontal de la diagonale du carré construit sur sa hauteur. Il est construit selon les règles de la perspective monofocale, avec point de fuite unique, technique qui accentue la profondeur et permet de représenter de façon réaliste un espace tridimensionnel sur un support bidimensionnel. Les droites du pavage, des colonnes, du plafond sont soit horizontales, soit verticales. Seuls l'escalier et le toit de tuiles échappent à ces orientations strictes. Les lignes fuyantes convergent toutes vers le point de fuite que Piero a placé très bas, projetant la flagellation à l'arrière-plan et guidant le regard du spectateur vers la triade masculine au premier plan. La composition est donc divisée en deux. À gauche, la scène sacrée représente le Christ à la colonne, supplicié par deux soldats romains sous les yeux de ses juges. Ponce Pilate, assis sur un siège curule, et Caïphe de dos, enturbané. Le décor de la flagellation proprement dite est antique. Porte à linteau, colonnade, chapiteaux corinthiens et ioniques, plafond à caissons, marbre polychrome et mosaïque géométrique au sol. Une statuette dorée, bras levés et symbole du pouvoir à la main, sceptre et orbe impérial, évoque l'adlocutio de l'empereur romain, symbolisant la supériorité du droit romain sur la loi juive dans le procès de Jésus. Mais deux détails vestimentaires dénotent, car ils font référence à l'Empire byzantin, à savoir les chaussures pourpres de Pilate et son chapeau pointu, rappelant ceux de Constantin et de Jean Paléologue. C'est un anachronisme volontaire qui superpose l'actualité, la prise de Constantinople par Mehmed II en 1453, et l'Antiquité. À droite, une conversation profane entre trois figures masculines debout en demi-cercle et en pleine lumière, apparemment indifférentes au drame de la Passion. De face,
un jeune homme blond, bouclé, vêtu de rouge, pieds nus à l'instar d'un ange. De trois quarts, un homme d'âge mûr, à la barbe bifide, vêtu à l'orientale. Et de profil, un homme plus âgé, crâne rasé, vêtu d'un riche brocart bleu et or. Cette scène se déroule devant une architecture civile quattrocento, faite de bâtiments aux lignes épurées, de murs clairs et de saules dallées. Selon la notice de la Galleria Nazionale delle Marche, la signification de la flagellation reste inconnue. L'interprétation la plus ancienne, issue d'un inventaire de 1744, identifie les trois figures au duc d'Urbino, Federico da Montefeltro, son demi-frère Odantonio et son fils légitime Guidobaldo. Une version corrigée suggère qu'Odantonio serait la figure centrale entourée de ses mauvais conseillers, Manfredo del Pio et Tommaso dell'Agnello, tous trois massacrés dans la nuit du 21 au 22 juillet 1444 par des conspirateurs, les Serafini, en révolte contre leur gouvernance impopulaire. Cette correction dynastique justifierait l'inscription latine Convenerunt in unum, ils se liguèrent contre, qui figurait sur le cadre originel du tableau, liant le sort d'Odantonio au supplice du Christ, l'un et l'autre victimes d'une conspiration. En 1981, Carlo Ginzburg propose une autre lecture dynastique évoquant un épisode tragique de la vie de Federico, la mort de son fils naturel, Buonconte, jeune homme cultivé et vertueux, victime de la peste à l'âge de 17 ans. L'œuvre commémorait son fantôme, sous les traits angéliques de la figure pâle, aux yeux d'eau et aux pieds nus. À sa gauche figurait l'arétin et à sa droite le cardinal Bessarion, parrain du défunt. Dans les années 1950, Kenneth Clark propose une autre date pour la création du tableau. 1459, année où le pape Pie II exhorte princes et dirigeants chrétiens à entreprendre une croisade pour libérer Constantinople, tombée aux mains des Ottomans. Plusieurs chercheurs voient dans la flagellation un cadeau du cardinal Bessarion à Federico pour l'encourager à participer à cette croisade. En vain. En 2022, Maria Rosa Dessi, sans exclure la lecture dynastique, insiste sur la lecture religieuse et voit dans la triade une synecdote visuelle des conspirateurs. Les trois personnages symboliseraient le groupe qui se liga contre le Christ. Pour comprendre pleinement cette œuvre, rappelons le contexte du procès du Christ. Jésus fut d'abord accusé de blasphème devant Caïphe, pour s'être autoproclamé Messie, fils de Dieu. Selon la loi juive, c'était un crime, passible de mort. Mais sous l'occupation romaine, le Sanhédrin n'avait pas le pouvoir d'exécuter une sentence capitale. L'accusation fut donc reformulée devant Ponce Pilate. On présenta Jésus comme un agitateur politique, un séditieux
et surtout un usurpateur prétendant à la royauté des Juifs. Dans l'Empire romain, la flagellation était un supplice courant, souvent utilisé comme prélude à la crucifixion. Mais Pilate, convaincu de l'innocence de Jésus, aurait tenté de commuer la crucifixion en flagellation pour apaiser la foule. Toutefois, il finit par céder à la pression populaire. La flagellation de Piero della Francesca demeure donc opaque. Composition duale, sans réel lien solide entre les deux scènes, multiplicité d'interprétations, dynastiques, politiques, religieuses, identité incertaine des personnages, contraste entre leur impassibilité et la violence du sujet. Mais à force de regarder les œuvres du peintre mathématicien, nous comprenons que les scènes religieuses sous-tendent des allusions. D'abord des allusions à la vie de son mécène, Federico da Montefeltro. Ensuite, des allusions à la modernité, tant architecturale que politique. Notre récente étude de la Pala di Brera l'a montré. Et surtout, elle montre que les scènes religieuses sont l'occasion d'appliquer avec virtuosité son traité de perspective, le De Prospectiva Picendi. Un simple coup d'œil sur la mosaïque des polyèdres et sur le dallage suffit à nous convaincre que pour Piero, art et géométrie sont indissociables.